Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Le handicap en entreprise, les clés de la réussite que nous réalisons dans le cadre de la Semaine du handicap 2023. Nous remercions d'ailleurs notre partenaire Cap Emploi pour la préparation et leur présence à ce webinaire. Concernant quelques questions techniques, il faut savoir que ce webinaire est enregistré. Il sera accessible sur nos réseaux sociaux et le support utilisé vous sera envoyé par mail avec un questionnaire de satisfaction. Vous pouvez poser vos questions sur la partie conversation. Un temps de réponse est prévu à la fin du webinaire où nous répondrons également aux questions posées lors de votre inscription. Les questions particulières concernant des situations précises ne seront pas abordées lors de cette présentation. Vous pourrez cependant prendre contact avec les interlocuteurs présents. Donc, je suis Élodie Lerazer, qui sera votre présentatrice de ce webinaire. Je suis par ailleurs assistante sociale au sein de Presoa. Presoa est un service de santé au travail né de la fusion de 4 services qui couvrent l'ensemble du département de l'Aisne, une partie de l'Oise pour le secteur général et toute l'Oise pour le secteur du bâtiment. Pour ma part, j'interviens sur les 2/3 nord du département de l'Aisne. Je vais laisser la parole aux différents intervenants pour qu'ils puissent se présenter. Donc Céline. Bonjour à tous, docteur Lamisaluski, médecin du travail situé sur Saint-Quentin et médecin coordinateur Présoa. Merci Céline. Julie. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Julie Marchal, assistante sociale au sein de Presoa. J'interviens sur le sud du département de l'Aisne et mes secteurs sont Soissons, Château-Thierry et puis Laon également. Voilà. Merci Julie. Marjorie. Bonjour à tous, Marjorie Alberda, je suis assistante sociale sur l'Oise et j'interviens plus particulièrement sur Compiègne et Creil. Merci. Marjorie Ombeline. Bonjour à tous, Ombeline Goussard. Donc moi, je suis chargée de mission maintien dans l'emploi au sein du Cap Emploi de l'Oise. Donc on couvre tout le département de l'Oise. Merci Ombeline. Béatrice. Bonjour à tous, Béatrice Fouquet, je suis chargée de mission maintien au Cap Emploi de l'Aisne, donc on couvre le département de l'Aisne. Merci Béatrice. Donc tout d'abord, nous vous invitons à vous exprimer sur ce que représente pour vous le handicap en entreprise en un mot, en indiquant le mot dans l'encadré qui s'ouvre à l'écran. Donc je vous laisse quelques minutes afin d'indiquer le mot. Le mot inclusion ressort, vous le voyez, hein, comme moi je le vois. Donc il a été indiqué à plusieurs reprises. D'autres mots apparaissent également à plusieurs reprises. Ils sont en plus gros, hein, sur le nuage, tels que adaptation, compétence. Ensuite, il y a certains mots qui ont, je vais vous les citer, hein, particulier, diversité, incompris, richesse, cœur, métier, méconnaissance, difficile. On aura l'occasion, hein, je vais vous proposer d'approfondir ces notions, hein, tout au long de ce webinaire. Donc des notions, il y a du négatif, mais il y a aussi du positif, hein, avec des mots forts tels que cœur, adaptation, métier. Enfin voilà, on va en échanger tout au long de ce webinaire. Donc je ferme le nuage. Hop. Donc pour introduire la notion du handicap en entreprise, voici quelques chiffres parlants et quelques rappels réglementaires. 2,8 millions de personnes en âge de travailler entre 14 et 64 ans ont une reconnaissance administrative d'un handicap. 1,1 million de personnes sont en emploi, soit 4% de la population active. D'un point de vue réglementaire, l'obligation d'emploi de personnes handicapées à hauteur de 6% de l'effectif remonte à 1987.
En effet, les entreprises de plus de 20 salariés ont l'obligation d'employer 6% de travailleurs handicapés. C'est l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, l'OETH. Cette loi impulse la création de l'AGFIP, l'association de gestion du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées. Par ailleurs, ce principe a été appuyé par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances. Elle affirme le principe de la non-discrimination à l'embauche où, à cet effet, les entreprises sont redevables de l'OETH et elle réaffirme la volonté d'employer des personnes en situation de handicap. D'où la question en tant qu'employeur, comment faire de cette obligation une réussite pour l'entreprise et les salariés? Donc, je vous présente le sommaire du webinaire ayant pour objectif, dans un premier temps, de vous présenter quelques notions de handicap. Dans un deuxième temps, nous verrons les clés pour favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap. Et dans un troisième temps, nous aborderons les solutions techniques et financières pour maintenir un salarié en situation de handicap. Donc, nous vous présentons cette petite vidéo qui nous invite à réfléchir sur la notion de handicap. Donc, c'est parti pour la vidéo. Elle est censée arriver à quelle heure, la nouvelle? D'après toi, c'est quoi son handicap? Bah, un fauteuil roulant, j'imagine. Oh non, j'espère que c'est pas ça. Non, déjà qu'on n'a pas de place dans ce bureau. Ouf, le handicap moteur, c'est que 16% des cas. Moins que les maladies psychiques. Tu vas voir qu'ils vont nous coller une psychotique. T'imagines l'horreur? Si on la contrarie, oh! Tu m'écoutes? Mon ordinateur s'est bloqué. Laisse faire la pro. Jamais vu un truc pareil. Allez, avec un peu de chance, ça sera bigleuse ou sourdingue. Comme ça, au moins, on pourra continuer à papoter tranquille. En tout cas, pas question de bosser 2 fois plus pour compenser sa lenteur et ses horaires adaptés. Y a pas marqué pigeon. On ne sait peut-être pas à quoi elle ressemblera, mais ça m'étonnerait qu'elle soit capable de réparer ton ordinateur. Bonjour, c'est bien ici la compta? Sophie, enchantée. Yann et Nina, Oh, bienvenue. merci. C'était super lourd. Cool. Ils ont déjà installé ma session. On s'y met. Vous m'expliquez? Ça va être compliqué. Mon ordinateur est HS. Faut que j'appelle la maintenance. Mais tu sais ce que c'est, ils seront jamais là avant midi. Tu permets. Laisse tomber. Même moi j'ai essayé, j'ai pas réussi. Et voilà. Mais dis donc, t'es super balèze. Moi qui pensais qu'on allait avoir une collègue handicapée. La direction a dû nous faire une blague. C'est pas ce que je voulais dire. Ah non, je me fiche complètement de ton handicap. Enfin, non, je veux dire... non, ça me dérange pas du tout. Enfin, oh, excuse-moi, Vous vous attendiez à quoi? Tout le monde a des préjugés. C'est pas grave. Moi, par exemple, j'avais peur de tomber sur des collègues médisants. Franchement, je suis bien contente de m'être trompée. Je crois qu'on a tous besoin d'un petit café. C'est ma tournée. Alors, cela peut être rébarbatif, mais il est indispensable de vous transmettre la définition réglementaire du handicap. La loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005 définit le handicap de la façon suivante. Constitue un handicap
toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Il est important d'insister sur la complexité de cette notion de handicap, surtout sur l'altération durable, définitive, substantielle. La notion de handicap apparaît seulement si la problématique de santé persiste malgré le protocole de soins. Ainsi, une personne souffrant par exemple d'une tendinite qui dure plusieurs mois peut retrouver un mieux-être après les soins et donc pas d'altération durable et définitive, donc cela ne constitue pas un handicap comme le définit la loi de 2005. Ainsi, nous pouvons distinguer les différents handicaps suivants. Handicap moteur. Le handicap moteur n'est pas forcément synonyme de fauteuil roulant. Les difficultés motrices peuvent, à titre d'exemple, affecter la marche sans la compromettre ou encore toucher des facultés comme la dextérité ou l'élocution. Les handicaps psychiques. Le handicap psychique regroupe un ensemble de pathologies touchant le psychisme. Nous pouvons alors citer les psychoses, la dépression, les névroses et les dépendances qui sont qualifiées de handicap psychique. Le handicap visuel, il se caractérise par une perte de l'acuité visuelle pouvant aller jusqu'à la cécité. Le handicap auditif, ce handicap est souvent invisible. La déficience auditive se traduit par une perte partielle ou totale de la capacité à entendre des sons, mais aussi d'une modification de leur perception. Elle peut apparaître à tout âge de la vie et être évolutive. Le handicap cognitif, il se caractérise par l'altération des processus cérébraux permettant d'acquérir et de traiter des informations. Les activités cognitives sont issues de l'activité mentale et regroupent les capacités à agir, à apprendre et à s'adapter. On parle alors de la mémoire, du langage, de l'attention, de la construction d'un geste, du raisonnement, de la résolution de problèmes. On peut alors citer les troubles de déficit de l'attention, l'hyperactivité, les troubles dys ou encore les troubles du spectre autistique. Et enfin, la maladie invalidante. Les maladies dites invalidantes peuvent être très différentes et entraîner des déficiences et des contraintes plus ou moins importantes, pouvant être momentanées, permanentes ou évolutives. Parmi elles, on peut citer l'insuffisance cardiaque, le diabète, un cancer, l'épilepsie, sclérose en plaques. Nous aimerions faire un focus sur le handicap visible et invisible. La notion de handicap visible est évidente car l'altération est visible, comme par exemple la paralysie d'un membre, alors que le handicap invisible est forcément plus compliqué à appréhender dans le quotidien puisque l'altération ne se voit pas comme nous l'avons vu précédemment avec les troubles cognitifs et d'autres. Et par ailleurs, ce handicap invisible représente 80% des handicaps. À la vue du pourcentage important de ce handicap invisible, nous attirons votre attention sur le fait de rester ouvert à l'échange et à cette notion à multiples facettes. D'où la question, comment intégrer les salariés avec des problèmes de santé en entreprise? Merci Marjorie. Donc tout d'abord, nous allons vous présenter différents types de visites pouvant vous aider à favoriser l'emploi de personnes en situation de handicap. Je vais laisser la parole au docteur Lamy Zaluski. Donc effectivement, les derniers textes et puis les missions des services santé au travail dans le maintien en emploi nous proposent différents types de visites en tant que levier pour accompagner le maintien en emploi des salariés. Donc, je voudrais citer ici la visite de pré-reprise. Il s'agit d'inciter vos salariés à la demander auprès du service. C'est une visite qui a lieu pendant son arrêt de travail.
Cette visite de pré-reprise accompagne le salarié dans sa démarche professionnelle, en état avec son état de santé au moment de la visite, et il permet d'anticiper cette visite de reprise. Donc, quand on parle d'état de santé, désormais, dans les services de santé au travail, on envisage la santé physique et la santé psychologique. Pour revenir sur une visite qui est un petit peu plus commune et plus connue, la visite de reprise qui a lieu après, un arrêt de travail, qui selon les durées de l'arrêt, doivent avoir lieu. Pour mémoire, cette visite de reprise doit avoir lieu s'il y a 60 jours d'arrêt en maladie ordinaire, s'il y a 30 jours d'arrêt en accident du travail et quelle que soit, la durée pour une maladie professionnelle ou un arrêt de maternité. Donc cette visite de reprise, comme je le disais, a lieu après, cet arrêt de travail. Il s'agit de faire le point sur les conditions d'aménagement du poste et l'évolution de l'état de santé du salarié, qui a eu lieu pendant cet arrêt, et elle permet de prendre en charge ce suivi organisé en fonction de la suivi de santé du salarié et d'organiser dans les meilleures conditions son retour sur le poste. Je voudrais là aussi vous citer d'autres types de visites qui permettent d'accompagner, les démarches de maintien en emploi. La visite occasionnelle, indépendamment des visites que vous connaissez déjà, qui sont les embauches et les périodiques, et celles que je viens de citer comme les pré-reprises ou les reprises, le travailleur bénéficie à sa demande ou à celle de son employeur ou du médecin du travail d'un examen médical à tout moment. C'est ce qu'on appelle les visites occasionnelles à la demande du médecin du travail, du salarié ou de son employeur. Le travailleur ou l'employeur, comme je viens de le dire, sollicite cette visite quand on anticipe un risque d'inaptitude ou une difficulté au poste de travail. Donc, on engage cette démarche de maintien en emploi pour accompagner de façon personnalisée le salarié. L'employeur fait sa demande de visite de façon écrite et motivée au médecin du travail. On doit savoir pourquoi on reçoit le salarié, quelle est la demande de l'employeur, quelle est la difficulté qu'il imagine au poste de travail, et il indique au médecin du travail le motif de cette visite. Donc voilà pour la visite occasionnelle. L'autre visite qui est relativement récente, depuis les derniers textes de 2021, il s'agit de la visite de mi-carrière. Cette visite de mi-carrière, elle a pour objectif de faire bénéficier aux travailleurs, autour de ses 45 ans, d'un temps d'échange personnalisé avec un professionnel de santé au travail. Il s'agit de vérifier, que le salarié peut poursuivre sa carrière en bonne santé professionnelle, sa carrière professionnelle en bonne santé, pardon, d'évaluer les éventuels risques de désinsertion professionnelle, quelles sont ses difficultés au poste, comment il se projette sur son poste de travail avec l'état de santé qu'il connaît et avec ses conditions de travail. Et il s'agit aussi, au cours de cette visite, de sensibiliser le salarié aux enjeux du vieillissement au travail et à la désinsertion professionnelle, aux risques qu'il pourrait rencontrer sur son poste si son état de santé évoluait par la suite, et effectivement de lui présenter les dispositifs qui pourraient l'aider si un problème de santé, apparaissait. Et puis encore plus récemment et de façon encore plus novatrice, il me semble, les derniers textes ont institué ce qu'on appelle le rendez-vous de liaison, pour renforcer cette prévention en santé au travail. C'est un outil qui est à la main de l'employeur, celui-ci. Il s'agit de maintenir le lien entre le salarié et l'employeur et d'informer le salarié des outils du maintien en emploi au cours de son arrêt de travail. Ce n'est pas une visite médicale qui est portée par le service de santé au travail, c'est l'employeur qui doit porter ce rendez-vous de liaison. Donc, dans les textes, ce rendez-vous de liaison doit être proposé pendant l'arrêt de travail qui a une durée de plus de 30 jours. C'est à l'initiative soit du salarié ou de l'employeur d'avoir cet échange. Le salarié peut le solliciter auprès de son employeur, tout comme l'employeur, à mon sens, doit le proposer à son salarié. Le salarié est accompagné aussi. S'il y a dans l'entreprise un référent handicap, il peut demander d'être accompagné à ce rendez-vous de liaison par celui-ci. Et le service de santé au travail, en tant que conseil, peut être aussi, le facilitateur de ce rendez-vous et il peut y être associé. Merci Céline. Je vais laisser la parole à Julie. Merci. Alors, je vais vous donner quelques petits conseils pouvant vous aider à favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, c'est prévoir un parcours d'intégration de la personne handicapée dans l'entreprise en préparant son arrivée, en anticipant les besoins spécifiques de la personne handicapée et préparer son poste de travail en conséquence.
Donc cela peut inclure des aménagements techniques, comme par exemple un fauteuil ergonomique ou du matériel informatique adapté, mais aussi solliciter une aide humaine, comme par exemple un traducteur en langue des signes, ou encore des aménagements organisationnels, comme la réaffectation de certaines tâches. L'aide de Cap Emploi et du médecin du travail peuvent être utiles. Aussi, un suivi régulier du salarié nouvellement arrivé doit être réalisé en restant attentif aux besoins supplémentaires, de manière à valider que les aménagements mis en place sont adaptés et permettent à la personne de travailler dans des conditions satisfaisantes. Aussi, il est important pour l'entreprise de sensibiliser régulièrement ses collaborateurs au handicap de manière générale, cela a plusieurs objectifs. Le premier, c'est d'informer sur les différences et l'inclusion afin de faciliter l'intégration des salariés en situation de handicap, mais aussi d'aider les salariés le nécessitant et à réaliser la démarche auprès de la MDPH pour l'obtention d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Dans la prochaine diapo, nous allons approfondir cette notion. Il nous paraît indispensable de vous parler de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, qui est une démarche administrative et une démarche anonyme. Effectivement, il appartient aux salariés de ne pas informer son employeur de cette reconnaissance. Toutefois, pour solliciter les partenaires afin d'assurer le maintien en emploi du salarié, il est indispensable d'en échanger avec sa hiérarchie. La RQTH permettra de solliciter Cap Emploi afin de trouver des solutions d'aménagement de poste et ou des solutions de reconversion professionnelle. Sachez que sans la RQTH, pas de financement possible ni de sollicitation de Cap Emploi. Sachez également que l'ensemble des partenaires peuvent vous aider à sensibiliser vos salariés sur la notion de handicap. Donc, dans la diapo suivante, nous vous proposons une recette de l'inclusion. Pour que le travail et handicap s'accordent, nous vous proposons une petite recette qui peut être réajustée et adaptée. Alors, les ingrédients de cette recette sont une dose de bienveillance permettant d'aider dans la relation de confiance et faciliter la communication. On y ajoute une louche de communication qui aidera dans l'acceptation du handicap et la place que pourra avoir le salarié concerné. On y ajoute aussi un nouveau regard qui permettra d'enlever les préjugés et les idées reçues sur la notion de handicap. On y ajoute de l'écoute qui paraît juste indispensable. Prendre le temps d'écouter est une valeur sûre pour que le salarié se sente bien malgré la maladie ou le handicap, et cela l'aidera à se sentir compris face à sa pathologie. On y ajoute aussi un soupçon de bon sens. En étant logique et dans le respect de l'autre, cette recette ne peut que réussir. Et puis, le renouvellement de chaque étape de cette recette aidera sur le long terme à ce que le salarié concerné puisse travailler sereinement et sans crainte. La cuisson dépendra de l'acceptation de l'un et de l'autre, mais dans un échange, vous serez deux, et donc deux personnes dans la discussion et dans la réflexion, à regarder l'avenir ensemble. Avec toutes ces étapes de la recette, en ajoutant la patience, elle sera forcément réussie. Cette présentation de recette était pour nous le moyen de mettre en avant les ingrédients indispensables qu'une personne, malade ou pas, a besoin dans son quotidien. Si on devait retenir un ingrédient principal, ce serait la bienveillance qui est accessible à tous. Voilà pour cette recette. Je vais laisser la parole à Béatrice Fouquet qui va vous présenter les aides techniques et financières. Merci Julie. Je vais vous présenter le service Cap Emploi, qui est un service qui a été créé par l'AGFIP. Alors, c'est un service national et qui est décliné par territoire. Donc, nous concernant dans les territoires vous concernant aujourd'hui, donc c'est le territoire de l'Aisne, donc qui est couvert par le Cap Emploi 02, et le territoire de l'Oise qui est couvert par le Cap Emploi Oise.
Alors, Cap Emploi, c'est 2 missions. La première mission, c'est l'accompagnement vers l'emploi. Donc, c'est l'accompagnement des demandeurs d'emploi en situation de handicap dans leur retour à l'emploi vers un emploi compatible avec leurs restrictions d'aptitude. Et c'est également l'accompagnement des employeurs dans le recrutement de personnes en situation de handicap. Et la deuxième mission, c'est celle qu'on va présenter aujourd'hui. Donc, c'est l'accompagnement dans l'emploi. Donc, c'est l'accompagnement des employeurs qui ont dans leur effectif des personnes en situation de handicap. Et l'objectif, c'est que les personnes puissent être maintenues à leur poste. Alors, dans la diapo suivante, on va vous présenter les objectifs de notre accompagnement. Donc, l'objectif premier, principal, c'est d'accompagner l'employeur pour trouver des solutions pour que la personne en situation de handicap puisse conserver son poste malgré des restrictions d'aptitude. Parfois, après l'étude de la situation, on se rend compte que c'est pas possible, même malgré un aménagement, et parfois il n'est pas toujours possible d'aménager, la personne ne va pas pouvoir conserver son poste. Donc, dans ce cas-là, on va étudier avec l'employeur les autres postes sur lesquels elle pourrait être reclassée, les postes compatibles avec sa situation de santé et puis avec les compétences de la personne et les postes qui pourraient être disponibles. Malheureusement, il n'est pas toujours possible de maintenir la personne dans son entreprise. Donc, dans ce cas-là, on pourra accompagner la personne dans une réflexion sur une reconversion professionnelle en tenant compte de ces restrictions d'aptitude pour qu'elle puisse se reconvertir vers un métier compatible. Alors, on peut intervenir aussi bien pour les salariés du service public, du secteur privé, pour les agents de la fonction publique ou pour les travailleurs indépendants. Ce qui est important, comme l'a dit Julie, c'est qu'on va intervenir quand la personne est en situation de handicap, c'est-à-dire que quand il y a des restrictions d'aptitude qui peuvent être un frein à l'exercice de l'activité, et quand il y a une reconnaissance administrative de ces restrictions. Alors, si l'entreprise ou la médecine du travail a besoin de nos services pour aménager la situation du poste d'une personne qui a des restrictions d'aptitude mais qui n'a pas cette reconnaissance administrative, on va pouvoir intervenir à partir du moment où la personne engage la démarche, c'est-à-dire à partir du moment où elle constitue son dossier de demande de RQTH, par exemple, auprès de la MDPH. À partir du moment où elle l'envoie, on pourra intervenir. Parfois, c'est long. La réponse de la MDPH, elle intervient plusieurs mois après. On n'est pas obligé d'attendre la réponse de la MDPH. On peut intervenir dès que la personne a envoyé la demande. Donc, on peut être sollicité même si la personne n'a pas encore cette reconnaissance administrative. Après, on ne pourra pas intervenir si la personne ne souhaite pas constituer ce dossier de demande. Alors, notre accompagnement consiste à accompagner l'employeur dans une réflexion pour maintenir le salarié ou l'agent en poste. Donc, on va l'accompagner à la recherche de solutions et à la mise en œuvre des solutions. On répond également à des sollicitations de partenaires. Parfois, c'est l'employeur ou le salarié qui nous sollicite, mais parfois, c'est le médecin du travail ou l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou d'autres partenaires tels que la CARSAT qui peuvent nous solliciter pour le maintien dans l'emploi des salariés accompagnés. On va intervenir dans différentes situations. On intervient lorsqu'il y a la survenue de restrictions d'aptitude qui peuvent être en lien avec un accident du travail ou pas, un accident de la vie, en lien avec une maladie. Alors, les restrictions d'aptitude, ça peut être des restrictions d'aptitude d'ordre motrice, par exemple des personnes qui ont des restrictions sur le port de charge répété ou des personnes qui ont des restrictions sur la station debout prolongée ou sur des gestes répétitifs ou sur la station assise prolongée également. Ça peut être des restrictions d'ordre sensoriel pour les personnes qui sont déficientes auditives visuelles. Ça peut être des restrictions d'ordre cognitif, par exemple des personnes qui ont des troubles de la concentration, qui ont une moins bonne capacité de concentration sur du moins long terme. On va intervenir pour tout type de handicap, donc c'est-à-dire pour tout type de restriction d'aptitude.
On peut accompagner également l'entreprise et le salarié qui a été en arrêt maladie depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, à une reprise d'emploi, donc au moment où elle se projette sur la reprise de son emploi. Elle peut avoir des doutes sur sa capacité à réaliser son activité comme elle le faisait avant son arrêt maladie. Donc, on peut accompagner à la reprise en mobilisant, par exemple, un dispositif de la sécurité sociale qui s'appelle l'essai encadré, qui permet aux salariés de refaire un essai sur son poste avec une durée à déterminer, hein. Par exemple, une durée d'une journée type de travail pour vérifier qu'elle est toujours en mesure de réaliser son activité. Donc, cet essai encadré, il se déroule pendant l'arrêt de travail, donc avant même la reprise. Ça permet à la personne de vérifier qu'elle est en mesure de réaliser son poste ou certaines tâches et qu'elle ne veut plus faire d'autres tâches. Ça permet de vérifier que les conditions de travail correspondent également à ses capacités. Donc, ça permet d'une part de vérifier si elle est en mesure ou pas de reprendre son poste ou de déterminer s'il est nécessaire d'aménager le poste en amont de la reprise. On peut intervenir également pour des personnes qui sont en situation de handicap depuis de nombreuses années. Leur poste est adapté. Il n'y a pas de difficultés par rapport aux restrictions d'aptitude. Et un jour, il y a une évolution du contexte, une évolution de l'organisation dans l'entreprise, une évolution des outils de production qui mettent la personne en difficulté. Et on peut intervenir même si ce n'est pas la survenue des restrictions d'aptitude qui met la personne en difficulté, c'est bien l'interaction entre les conditions de travail et la situation de handicap. Et on peut intervenir de la même manière pour mener une réflexion sur les adaptations à mettre en place pour que la personne puisse poursuivre son activité. On peut d'ailleurs intervenir à plusieurs moments de la vie professionnelle du salarié. On peut très bien intervenir pour réduire l'impact des restrictions d'aptitude sur l'exercice de l'activité de la personne. Pendant 2 ans, tout se passe bien et après, il y a une évolution du contexte dans l'entreprise ou une évolution de l'état de santé de la personne. Et il est nécessaire de réintervenir pour un aménagement complémentaire. C'est possible qu'on intervienne à plusieurs moments si le besoin s'en fait sentir. Je vais laisser la parole à Ombeline pour la suite. Bonjour à tous. Donc, comme le disait Béatrice, on intervient vraiment en accompagnement de l'employeur, hein. C'est l'employeur qui se retrouve en difficulté par rapport à une gestion de restrictions qui est rencontrée par la personne. Donc vraiment, ce qui est important pour nous, ce qui est important que vous puissiez comprendre, c'est que nous, on intervient tout au long de la carrière et on intervient à partir du moment où tout le monde est sur la même démarche. C'est-à-dire que l'employeur va avoir ses difficultés, hein, va avoir ses contraintes, la personne aussi de son côté. Le médecin du travail va avoir aussi un avis sur la situation en termes de capacité, parce que le salarié parfois peut minimiser la situation en disant oui, je vais pouvoir le faire, alors que le médecin peut à un moment donné expliquer aussi au salarié qu'il est important de prendre en compte l'état de santé. Donc vraiment, au niveau de la démarche, on est vraiment sur une demande tripartite, c'est-à-dire que le Cap emploi intervient de manière neutre, c'est-à-dire qu'on est vraiment en train d'essayer de poser un diagnostic sur quelles sont les difficultés rencontrées par l'employeur, quelles sont les difficultés ou ressentis rencontrés par la personne, et médicalement, comment c'est validé par le médecin. Donc cette demande-là, elle est fondamentale puisqu'on peut très bien intervenir, c'est déjà arrivé, qu'on puisse intervenir pour une personne qui se retrouve en difficulté. Et finalement, quand on se rend dans l'entreprise va nous présenter des contraintes des contraintes qui n'ont pas forcément été présentées par le salarié, ce qui est normal puisque le salarié n'a pas forcément connaissance de toutes les contraintes qui sont rencontrées. Donc vraiment, l'objectif, c'est de se mettre autour de la table et de se mettre d'accord sur une démarche qui sera suivie et partagée par tout le monde. Il est possible parfois que nous ne puissions pas intervenir puisque une des trois parties ne va pas forcément aller dans le même sens que les deux autres. C'est vraiment très, très important. Alors, au niveau de la démarche méthodologique maintenant, on va, c'est ce que je disais, analyser
la demande. Donc la demande peut venir de n'importe qui, c'est-à-dire que le Cap emploi peut être saisi par la personne, peut être saisi par le médecin traitant, par l'assistante sociale ou le médecin au niveau du service de santé au travail. Ça peut être une assistante sociale de la CARSAT. Vraiment, on peut être sollicité par n'importe quelle personne. Ensuite, il faut qu'on puisse recadrer la demande et le ressenti des uns et des autres pour qu'on soit sur une démarche et faire une proposition d'intervention qui soit partagée par toutes, puisque sinon on risque à un moment donné de travailler dans un sens et qu'au final la solution ne soit pas partagée. Donc une fois qu'on a fait cette analyse et qu'on fait une proposition d'intervention, donc soit on peut aller sur une intervention au poste initial de la personne, soit on va aller réfléchir parce qu'on peut savoir d'avance que le poste initial ne va pas être compatible avec l'état de santé, d'où l'intérêt vraiment d'avoir un échange et d'avoir l'avis médical du médecin qui parfois ne peut pas être là à l'étude de poste, mais qui va transmettre les informations auprès de l'équipe pluridisciplinaire ou du Cap emploi en direct. Et vraiment, l'objectif, c'est d'aller sur l'étude de ce poste-là et d'établir un diagnostic. Le diagnostic, c'est quoi? C'est d'aller relever les freins et les leviers pour que la personne puisse reprendre à son poste. Une fois que le diagnostic est établi sur la levée des freins, on recherche des solutions, bien évidemment, techniques, mais aussi organisationnelles. Parfois, ce n'est pas une solution technique qu'on apporte. J'ai vu dans le fil de la discussion qu'une personne posait la question, enfin, elle ne posait pas la question, mais elle expliquait qu'un handicap physique peut parfois être plus simple à gérer qu'un handicap cognitif. Je ne le vois plus là sur le fil de la discussion, mais c'est vrai que ça, c'est une préoccupation des entreprises. Dans le cadre de l'inclusion, on est de plus en plus effectivement confronté au maintien dans l'emploi de personnes qui vont avoir des troubles du neurodéveloppement ou des troubles cognitifs, où là, effectivement, l'accompagnement est un petit peu différent et ne se résout pas forcément avec une solution technique. Une fois que ces préconisations sont faites, sont validées et partagées par tous, on va accompagner l'employeur vers la demande de financement pour pouvoir justement financer la solution. Alors, comme je le disais, technique, mais aussi organisationnelle, c'est-à-dire que la solution, ça peut être une action de sensibilisation, une action de formation. Ça peut être aussi une aide humaine parce qu'une personne, après l'aménagement optimal, va avoir quand même une perte de productivité. Et donc, la réponse de la GFIP peut être, ou du FIPHFE pour le public, peut être une réponse financière pour réparer le surcoût qui est lié à la situation handicap de la personne. Alors, je regarde juste le temps, je me permets juste une petite illustration, c'est souvent plus parlant pour les employeurs. Nous avons déjà été interpellés pour une personne qui était couvreur, donc elle a 40 ans, on se met dans la situation de l'entreprise. La personne a 40 ans d'ancienneté, elle est couvreur, enfin c'est un monsieur qui était couvreur depuis 40 ans, il est à 2 ans de la retraite et malheureusement, il a un AVC pendant ses heures de travail. Alors, ce n'est pas une origine professionnelle, mais ça arrive sur le lieu de travail, donc c'est considéré comme un accident du travail. Là, l'employeur se retrouve face à une situation où il va y avoir des restrictions posées. La personne, après avoir relevé de soins, va être vue en visite de pré-reprise, comme l'expliquait le docteur tout à l'heure. Et on va avoir des informations sur des restrictions, à savoir pas de travail en hauteur. Donc forcément, l'employeur doit gérer cette restriction, ça fait partie de ses obligations. Et l'employeur peut se poser la question de qu'est-ce que je vais faire? Je suis une entreprise de 10 salariés. Le métier principal, c'est d'aller sur les toits pour travailler. Je n'ai pas la possibilité d'aller sur un poste administratif. Et donc là, il va forcément se rapprocher de son médecin du travail pour essayer de trouver des solutions, avec l'équipe pluridisciplinaire aussi. Et le service de santé au travail a contacté Cap emploi pour justement travailler ce projet de maintien. Donc, de prime abord, on peut se dire, voilà, c'est un projet de maintien qui va être très difficile à traiter et on partira probablement sur une reconversion. Là, en l'occurrence, au moment de l'analyse de la demande, ce qui a été présenté en termes de contraintes par le salarié, c'est évidemment de ne plus pouvoir travailler en hauteur et ça va être pour lui un travail de deuil qui est difficile.
Du côté de l'employeur, l'employeur a un salarié depuis très longtemps avec une restriction posée suite à une origine professionnelle. Il me dit très clairement, moi demain, si je dois licencier la personne pour inaptitude, je mets la clé sous la porte. Ça fait partie des contraintes qui sont importantes parce que l'employeur, forcément, ça a un impact sur la décision qu'il doit prendre. Et ce qu'on a fait, c'est que alors si on peut passer à la slide suivante, Élodie, c'est qu'en fait, nous, on ne travaille pas seul. Le Cap Emploi, on va être expert sur le projet de maintien, mais on ne travaille pas seul. On travaille avec le champ médical. Donc, le champ médical, c'est les services de santé au travail, évidemment. C'est aussi le service médical de la CPM, l'assurance maladie, puisque la personne, elle est en arrêt. Donc, on va essayer de travailler le projet pendant qu'elle est en arrêt. Donc, on doit avoir aussi l'avis du médecin conseil sur le projet, sur le fait de pouvoir prolonger l'arrêt le temps qu'on travaille dessus. C'est aussi travailler avec le champ professionnel, donc la GFIP, le FIP, les entreprises, les organismes de formation quand on doit travailler sur une reconversion, le champ social, hein, donc le service social des SPSTI, service social de la CARSAT, et vraiment, l'objectif, c'est qu'on se met tous ensemble avec chacun sa spécificité et on travaille dans un but commun, c'est de trouver une solution pour que la personne puisse être maintenue. Si je reviens sur mon couvreur, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une page blanche, hein, une feuille A3, et on a décomposé le fonctionnement global de l'entreprise. L'entreprise, c'est quoi? Quels sont les différents types de métiers? Comment elle est organisée aujourd'hui? Quelles sont ses marges de manœuvre? Et la préconisation que nous avons trouvée, c'était de créer un poste au moins sur les 2 ans précédant le départ en retraite du monsieur, pour qu'il puisse préparer en fait le chantier avant le départ sur les chantiers des clients. Donc ça veut dire qu'il n'est plus en travail en hauteur, il a la compétence pour préparer les chantiers. Il a fallu aussi préparer le collectif, hein, évidemment, ça fait partie aussi du soutien de Cap Emploi en termes de sensibilisation, c'est que les équipes qui vont sur le chantier, souvent, ont besoin de préparer eux-mêmes leur chantier et forcément, ça se travaille. C'est-à-dire que comme on modifie l'organisation, ça touche le collectif et c'est important aussi de l'intégrer dans le projet de maintien. Ça ne se passe pas que sur les 3 parties. Là, on va aller aussi mobiliser le collectif. Si on va sur la slide suivante, on ne va pas être exhaustif, hein, mais c'est juste pour vous expliquer qu'il y a des solutions. On vous accompagne avec les services de santé au travail, les équipes pluridisciplinaires pour trouver déjà des solutions. Et une fois même avant de trouver des solutions, on a des solutions qui sont possibles pour nous aider à faire un diagnostic. C'est-à-dire que le temps partiel thérapeutique, par exemple, c'est un outil qui nous est utile pour que la personne puisse reprendre son travail et se tester sur la possibilité, comme l'essai encadré. La visite de pré-reprise, c'est un outil aussi de droit commun qui nous permet d'anticiper la reprise. Plus on anticipe la reprise, mieux on réussit, puisque en fait, on ne se retrouve pas en situation de débordement au dernier moment. On a aussi la PCH, la prestation de compensation du handicap. Il y a la RQTH, mais elle a été présentée tout à l'heure. La prestation de compensation du handicap, elle est importante aussi pour nous, parce que c'est de la vie quotidienne, cette prestation. Mais par exemple, un aménagement de véhicule, c'est important pour que la personne puisse accéder à son emploi. Donc, ce qui nous paraît de la vie quotidienne est quand même important, parce que cette vie quotidienne peut avoir un impact sur la vie professionnelle. On a aussi le contrat de rééducation professionnelle en entreprise. Donc là, on est vraiment sur les aides de droit commun qui nous permettent d'établir un diagnostic, mais on a aussi les aides spécifiques qui sont là sur la réalisation, sur les aides techniques pour la compensation du handicap, donc les financements d'aménagement de poste, par exemple, de formation, de tutorat, etc. Nous avons aussi les prestations d'appui spécifiques, c'est-à-dire que demain, moi, je peux être, en tant que chargée de mission maintien dans l'emploi, confrontée à une personne, par exemple, qui souffre qui a un trouble du spectre autistique, où moi, je ne suis pas une spécialiste de ce trouble, même si au fur et à mesure des années, forcément, on monte en compétences, hein, c'est bien là notre expertise, mais on peut avoir parfois besoin d'un avis vraiment d'experts, et donc on a la GFIP et le FIP qui financent des appuis spécifiques qui nous aident justement
à aller chercher quelle solution, en tout cas quelle problématique ça peut avoir sur l'activité et quelle solution je peux mettre en face. Et enfin, mais encore une fois, ce n'est pas exhaustif, vous avez aussi l'aide à l'emploi, c'est-à-dire que nous, on accompagne l'employeur pour trouver des solutions, on recherche toutes les solutions. Malgré tout, il est possible qu'après aménagement optimal, la personne puisse se retrouver encore avec une perte de productivité, par exemple, ou avec besoin avoir besoin de l'aide d'un tiers. Et l'AGEFIP finance, alors c'est une aide de l'État, hein, mais qui est financée par l'AGEFIP, qui s'appelle la reconnaissance de la lourdeur du handicap. On insiste toujours quand on la présente auprès des salariés pour dire que ce n'est pas le handicap qui est lourd, c'est l'impact du handicap sur l'activité, c'est important parce que c'est compliqué déjà pour la personne d'accepter sa situation. Donc, c'est important aussi de minimiser le côté lourd de la situation. Voilà pour ma partie. Merci. Donc là, effectivement, sur la slide… Oui, pardon. Vas-y, Ombeline, je compléterai après. Effectivement, sur la slide qui vous est présentée, vous avez les coordonnées des 2 Cap Emploi si vous avez besoin de nous solliciter. Voilà, les Cap Emploi 02 aujourd'hui, c'est 4 personnes, donc 3 personnes sur le maintien dans l'emploi, donc intervention dans l'entreprise pour trouver des solutions pour maintenir les personnes en poste, et une personne qui va être plus dédiée à l'accompagnement des personnes qui ne peuvent pas rester sur leur poste et qui doivent réfléchir à une reconversion professionnelle. Merci Ombeline et Béatrice. Donc, l'interlocuteur privilégié est votre médecin du travail. Donc, une adresse mail existe pour centraliser toutes les demandes concernant le maintien en emploi, donc à maintien.emploi@presoa.org. Nous vous remettons les coordonnées des 3 assistantes sociales. Donc, nous avons Julie Marchal, hein, sur le sud du département de l'Aisne, Marjorie Alberda sur une partie de l'Oise et moi-même, Élodie Lerazer, sur le nord de l'Aisne. Donc pour conclure ce webinaire, nous avons vu que le handicap recouvre de multiples facettes, visibles ou invisibles. Des aides techniques financières, des accompagnements par différents partenaires sont possibles. Nous voulions terminer par une 2e vidéo montrant que le handicap en entreprise est possible. Je m'appelle François-Yves Guichet, j'ai 47 ans, je travaille à Lidl depuis 3 ans, puis ma vie est belle. Alors je suis réceptionnaire, c'est-à-dire que je m'occupe de mettre les camions de marchandises à quai, réceptionner la marchandise, c'est-à-dire vérifier que le produit correspond bien à ce qu'on a commandé, que la date limite de consommation soit bonne, et ensuite stocker ou faire stocker ces produits dans l'entrepôt. Et j'ai été chef de cuisine une bonne partie de ma vie, jusqu'en 2011, où j'ai mon accident. 3 ans se passent où j'arrive à faire le deuil et à passer à autre chose. Et quelques temps après, je suis appelé par Handiwork, qui me font intégrer Lidl. Et là, je découvre la formidable famille Lidl, Moussine, Karim, tout le monde sont formidables. Alors le profil de François-Yves est plutôt, on va dire, atypique, parce que c'est une personne qui s'est intégrée très rapidement. Et il a su nous dire ce qu'il était capable de faire, ce qu'il n'était pas capable de faire. Et ça nous a permis de l'orienter plus facilement sur des missions où il était plus à l'aise. Il faut être très attentif à est-ce que la personne est bien ou pas dans son environnement de travail, ça c'est essentiel, mais tout en évitant de discuter de l'handicap, parce que ce n'est pas l'handicap qui fait la personne, mais c'est son travail au quotidien qui fait est-ce qu'il est à l'aise ou est-ce qu'il n'est pas à l'aise en fait. Quand je suis entré dans la société à proprement parler, en tant que travailleur handicapé, j'ai été accompagné pendant plusieurs mois. Après, il y a eu des difficultés concernant parfois des poids un petit peu lourds. Au bout d'un moment, quand je me sers de mes mains, puisque c'est mes mains le problème, au bout d'un moment, j'ai des douleurs qui peuvent arriver. Et puis, j'ai vite aussi compris que tous les secteurs trop froids, je ne pourrais pas y aller, c'est pas possible. Vraiment, ce que j'ai apprécié ici, c'est à aucun moment j'ai été jugé ou j'ai été considéré comme travailleur handicapé. Je trouve que c'est une boîte très humaine. L'arrivée donc de François-Yves et de ces personnes handicapées nous ont permis, entre guillemets, de changer notre mode d'intégration et de faire en sorte que le bien-être passe au-delà du savoir technique. Je crois que ça m'a appris quelque chose, mon accident là-dessus, c'est que je crois que je prends encore plus plaisir à chaque instant de la vie parce que quand ça devient réel dans ta chair, ta vie n'est pas la même.
le handicap, c'est presque un plus, parce qu'il faut du courage quand tu es handicapé pour aller bosser. Donc ça montre que tu as envie, tu es plus motivé qu'eux, pour ainsi dire. Donc il ne faut pas hésiter, il faut y aller, il n'y a pas de souci. Tu ne te limites pas à ton handicap, tu es bien plus que ça, donc vas-y, quoi. Donc une vidéo faite par l'AGFIP, hein, qu'on remercie. Donc vous avez été un certain nombre à poser des questions, hein. Nous allons envisager les réponses ensemble. Alors, l'intégration possible d'une personne sourde et muette au sein de l'entreprise. Je vais laisser la parole à Béatrice sur cette question. Alors, l'intégration d'une personne sourde et muette, donc intégration, ça veut dire le recrutement, hein, d'une personne. Alors déjà, la personne qui est sourde et muette, elle peut être accompagnée, hein, par un conseiller spécialisé de Cap Emploi ou même de Pôle Emploi. Elle va s'orienter plus vers des métiers où il y a peu de communication orale, logiquement. Après, son intégration, au niveau du maintien dans l'emploi, on va pouvoir intervenir en complément. Alors, elle va rechercher un poste relativement adapté à sa situation de handicap. On pourra intervenir pour aménager le poste et que l'entreprise puisse faire l'acquisition de moyens de communication adaptés à la situation. Donc, c'est possible. Et sur un poste adapté, la personne qui est sourde et muette peut travailler. Merci Béatrice pour cette réponse. Question suivante. Quelle prise en charge des personnes qui ont un handicap, maintien dans l'emploi pour ces personnes? Je vais laisser la parole à Julie. Oui. Donc la prise en charge des personnes qui ont un handicap, déjà, la première étape, c'est d'instruire un dossier MDPH pour avoir cette reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, ce qu'on appelle plus communément la RQTH, hein, pour ensuite solliciter Cap Emploi dans le but de bénéficier d'aménagement du poste de travail ou avec financement, ou bien à défaut de bénéficier de financement pour la reconversion professionnelle. Merci Voilà. Julie, merci. Une autre question. Comment encourager les personnes porteuses de handicap à le déclarer à l'employeur pour lui permettre d'adapter au mieux leur environnement de travail? Comment inciter des personnes avec un handicap invisible à construire leur dossier? Je vais laisser la parole à Marjorie. Oui, alors peut-être communiquer en interne sur le sujet, leur donner des informations sur la démarche de la RQTH. D'ailleurs, à ce propos, nous avons travaillé sur une plaquette qu'on vous transmettra dans un second temps. Parler aussi des personnes qui peuvent les accompagner, communiquer sur la politique handicap de l'entreprise, les mesures spécifiques mises en place, les supports internes ou peut-être la présence d'un référent handicap. Et puis aussi faire intervenir des pairs, des salariés qui ont déjà une RQTH et qui peuvent en parler à leurs collègues, ou faire intervenir des partenaires comme le service de santé au travail en tant que médiateur. Et ça peut être aussi organiser des actions de sensibilisation, par exemple. Merci Marjorie pour cette réponse. Une autre question. Quelles sont les aides financières pour l'entreprise lors d'un recrutement d'une personne qui bénéficie d'une RQTH? Je vais laisser la parole à Béatrice. Ok. Beline, n'hésite pas à compléter si tu le souhaites, hein. Alors, lorsqu'une entreprise recrute une personne qui a une RQTH, il n'y a pas systématiquement d'aide financière au recrutement. Alors, il y en a systématiquement pour les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation, hein, les contrats en alternance. Par contre, pour un contrat classique, il peut y avoir des aides si le handicap de la personne nécessite du tutorat ou un accompagnement plus long
par rapport au handicap. Dans ce cas-là, il peut y avoir une aide, hein, il faut expliquer, il faut justifier la dépense. C'est l'aide à l'intégration de la GFIP. Et puis après, si la personne a besoin s'il est nécessaire d'aménager son poste, l'employeur pourra bénéficier des aides prévues pour le maintien dans l'emploi, hein, des aides à l'aménagement du poste, des aides à la réflexion sur l'aménagement du poste. Mais il n'y a rien de systématique, hein. Si la personne a une reconnaissance de travailleur handicapé pour un handicap moteur, mais qui n'a aucun impact sur la réalisation de son activité, il n'y a pas de raison que l'entreprise bénéficie d'une aide. À la limite, c'est un détail que la personne ait une RQTH dans cette situation-là. Merci Béatrice. Une autre question, apprentissage et handicap. Comment accompagner et sécuriser le parcours professionnel de nos collaborateurs? J'avais mis Béatrice, ça peut être Ombeline pour changer? Alors sur la notion de contrat d'apprentissage, effectivement, c'est un accompagnement qui est un petit peu particulier déjà pour un apprenti qui ne serait pas en situation de handicap. Et là, j'aurais tendance à dire encore plus parce que souvent les personnes qui passent par l'apprentissage sont des personnes qui ne sont pas forcément en situation de handicap physique visible, comme on l'expliquait tout à l'heure. Souvent, en tout cas, pour les personnes qui sont accompagnées dans le cadre de l'apprentissage, souvent on est sur des troubles du neurodéveloppement, sur des troubles cognitifs, où effectivement l'apprentissage fait que c'est parce que je fais que j'arrive à acquérir des compétences et pas forcément parce que j'ai appris de la théorie. Et effectivement, c'est important d'accompagner ce public-là. On a une action qui s'appelle Active Alternance, qui est portée dans l'Aisne et dans l'Oise par nos structures respectives qui portent le Cap Emploi. Donc, c'est un autre service que le Cap Emploi, mais le Cap Emploi aussi peut vous accompagner dans ce cadre-là. Mais Active Alternance intervient gratuitement pour justement accompagner le jeune sur le démarrage du contrat d'apprentissage et sur le suivi. C'est-à-dire que quand il y a des difficultés qui sont rencontrées, ça peut être réglé directement ou accompagné en tout cas par la personne qui est sur Active Alternance, mais ça peut aussi, on peut aussi solliciter d'autres partenaires comme le dispositif emploi accompagné, par exemple, qui peut intervenir sur les contrats d'apprentissage, où le dispositif emploi accompagné est en fait un dispositif national, gratuit aussi pour les employeurs, qui permet en fait d'accompagner au long cours la personne. C'est-à-dire que Cap Emploi, on est sur du ponctuel. Même si on intervient tout au long de la carrière, on va avoir une situation à l'instant T où on a besoin de régler. Enfin, on a des difficultés, on va essayer d'y répondre. Et puis, une fois qu'on a trouvé une solution et que ça tient, voilà, on arrête notre accompagnement, sachant qu'on peut réintervenir évidemment n'importe quand. Là, sur le dispositif emploi accompagné, on est sur du suivi au long cours. Il y a des personnes qui peuvent être suivies pendant 6-8 ans, où l'accompagnement, il va être important à une période et ensuite on va être sur du suivi de la veille. Mais on est sur de l'accompagnement qui n'est pas que sur le professionnel, il est aussi sur la vie quotidienne, puisque, comme je le disais tout à l'heure, la vie quotidienne parfois a un impact sur le professionnel. Par exemple, je ne me lève pas pour arriver chez mon employeur, j'oublie de mettre mon réveil. C'est des choses qui nous paraissent, nous, complètement de bon sens, mais qui ne le sont pas forcément en fonction du trouble qui peut nous toucher. Voilà, en tout cas, il existe des dispositifs dans le cadre de l'apprentissage, entre autres, mais aussi sur de l'accès à l'emploi standard. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos services de santé au travail et de Cap Emploi. Nous, on peut être saisi vraiment par n'importe qui. Merci Ombeline de ces précisions. Une autre question, dans le cadre de la réforme de la santé au travail, il était question de la mise en place d'une cellule dédiée à la prévention de la désinsertion professionnelle. Présence des référents handicap. Je vais laisser la parole au docteur Lamy Zaluski. Alors, effectivement, donc cette cellule, elle est instaurée dans la loi.
pour tous les services santé au travail. Et Présoa, effectivement, s'est doté de cette cellule qui est composée de préventeurs, d'assistantes sociales, de médecins, d'infirmiers et toutes compétences qu'on juge utiles pour l'examen d'une situation. Donc, concrètement, comment cela fonctionne-t-il? Par rapport à l'adresse qu'on vous a donnée tout à l'heure, maintien emploi, les situations, elles peuvent nous être transmises de cette façon-là, c'est-à-dire que l'employeur ou le salarié, sur une situation qui nécessiterait la vie ou l'accompagnement, cette cellule peut être saisie. Dans les premières actions qu'on imagine, nous, pour la cellule, c'est d'abord le rendez-vous avec le médecin du travail, et puis la cellule, avec ses compétences diverses que je viens d'évoquer, va accompagner la demande pour permettre le maintien en emploi. Est-ce que j'ai répondu à la question de la personne qui l'a posée? Alors, sur les présences des référents handicap, handicap, c'est du côté de l'employeur, en fait, hein, le référent handicap. Dans les services, on a des compétences différentes qui, comment dire, prennent en charge les travailleurs handicapés, les assistantes sociales, les médecins et voire nos collègues infirmiers sur certaines situations. Mais les référents handicap, pour ma part, ce sont des référents dans l'entreprise, dans les termes de la loi. Merci Céline. Alors, on a fait le tour des questions qui nous avaient été envoyées et là, sur les questions qui ont été données pendant le webinaire, on en a une concernant la visite de mi-carrière. Prend-on en compte l'ancienneté ou bien l'âge du salarié? Je vais peux laisser reprendre la le parole, du coup? docteur. Oui, Voilà, je vais la garder. voilà. Merci Céline. Donc en fait, dans le texte, il était noté visite de mi-carrière à 45 ans ou selon certaines branches. Donc on attend aussi qu'il y ait des accords de branche ou des décrets, 43 ou 44 ans. En tout cas, 45 ans, c'est un âge qui avait été déterminé par le législateur comme un âge un peu pivot sur le fait de se poser la question de pouvoir rester au poste de travail jusqu'à sa retraite. Et ça rejoint aussi de façon plus générale les examens de santé qui ont été imaginés aussi par le législateur, c'est-à-dire à 25 ans, 45 ans, 65 ans, qui à un moment vont arriver. Donc c'était en fait vraiment une mi-carrière, puisque quelqu'un qui commence à travailler vers 25 ans du fait des études, si on est à 45 ans, on est à peu près sur sa mi-carrière effective en fait, depuis qu'il a pris un poste de travail. Donc on tient compte de l'âge civil et pas du tout de l'ancienneté dans l'entreprise, pour répondre plus en avant sur la question qui faisait référence à l'ancienneté dans l'entreprise. Non, il ne s'agit pas d'ancienneté dans l'entreprise, il s'agit vraiment de son âge. Voilà. Merci Céline. Donc une autre question, donc y a-t-il des aides pour la formation pour ces personnes? Je vais me permettre d'y répondre puisque en tant qu'assistante sociale en santé-travail, on a une grosse mission sur la reconversion professionnelle et donc tout ce qui va être financement à la formation, soit pendant l'arrêt maladie, soit pendant que la personne est en activité, il y a des possibilités différentes en fonction. Donc, s'il y a une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, il y aura des aides possibles par la GFIP. Il peut y avoir des cofinancements, puisqu'une formation coûte cher. Donc, des cofinancements par le biais du compte CPF, compte personnel de formation, par le biais aussi de transition professionnelle. Donc, on aide aussi sur ce gros dossier à constituer où on va demander l'accord à l'employeur. Et après, il y a les OPCO aussi au niveau des entreprises. Donc, il y a des possibilités de travailler le projet de reconversion professionnelle avec les employeurs. Et c'est bien plus simple quand l'employeur est dans la boucle pour aider le salarié. Donc, il y a des aides possibles. On va devoir mettre fin, il y a d'autres questions, mais on pourra y répondre dans un second temps. On va devoir mettre fin à ce webinaire. Donc, je remercie l'ensemble des intervenants pour leur participation et à vous tous pour votre présence. Vous allez recevoir le questionnaire de satisfaction et le diaporama par mail prochainement. La vidéo sera disponible sur les réseaux sociaux. Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et je vous souhaite une belle journée.